Ma famille s'est moquée de l'inauguration de ma maison et a dit « Ce n'est pas si important, ce n'est pas un truc de ouf ». Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien compte énormément pour nous. Si tu trouves cette histoire intéressante, mets un petit like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, commençons l'histoire. Je m'appelle Ravière, j'ai 35 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise dans cette vie, c'est que le sang peut faire de toi un parent. Mais c'est la loyauté et le respect qui font une vraie famille. Depuis que mon garage a commencé à bien marcher, il y a environ 10 ans, je suis devenu, presque sans m'en rendre compte, le pilier financier de ma famille. Ce n'était pas quelque chose qu'on disait ouvertement au début. Mais tu sais comment ça se passe. Quand tu es le grand frère, le fils qui semble tout gérer, les responsabilités te tombent dessus comme la pluie en été. D'abord quelques gouttes, puis un orage entier. Ma mère Elena est devenue veuve jeune. Toujours admirable dans sa manière de se battre. Mais avec le temps, le moindre souci ou petit problème à la maison devenait une urgence, que seul mon portefeuille pouvait régler. Ces phrases commençaient toujours par un soupir. Ah Javi, sans ton aide, je ne sais pas ce que je ferais. Et finissaient par une nouvelle facture à payer. Ensuite, il y avait ma sœur Sophia, 5 ans plus jeune que moi. Une femme qui se croyait entrepreneur. Toujours lancée dans un projet révolutionnaire. Qui ne marchait jamais vraiment. Mais par contre, elle avait un goût pour la vie de luxe. Qui ne correspondait pas à ce qu'elle gagnait. Son slogan préféré c'était « Javi, il me faut un petit capital pour cette idée. Celle-là c'est la bonne, je vais devenir millionnaire. Et au passage, tu peux m'aider avec la mensualité de la carte du Palais de Fer ?» En général, ses projets incluaient aussi son petit copain du moment. Et celui qu'elle avait en ce moment, un certain Bruno, me donnait un très mauvais pressentiment. C'était le genre de mec avec un regard fuyant et un sourire trop facile. De ceux qui sentent l'argent des autres à des kilomètres. Et enfin, il y avait Ricardo, mon petit frère de 28 ans. L'artiste incompris de la famille. Le bohème qui vivait dans l'attente de la bourse, de l'expo ou de la révélation divine, qui allait faire de lui une star. En attendant, sa phrase la plus fréquente était « Frérot, tu peux me dépanner pour le matériel de ma nouvelle œuvre ? Et si tu peux aussi pour le loyer de l'atelier, ce mois-ci c'est chaud. » Son atelier, d'ailleurs, ressemblait plus à un studio de célibataire qu'à un véritable espace de création artistique. Mais malgré tout ça, ou peut-être à cause de tout ça, j'avais un rêve profondément ancré en moi. Avoir ma propre maison. Un lieu à moi, gagné avec la sueur de mon front. Un refuge loin du tourbillon de leurs demandes incessantes. Et après des années à économiser chaque centime, que je ne dépensais pas dans leurs urgences. Je l'ai fait. J'ai acheté une petite maison modeste, oui. Mais avec une petite cour où je pourrais, un jour, faire un barbecue en paix. C'était mon plus grand accomplissement. Le symbole de mon effort. Naturellement, j'ai voulu le fêter. Rien de luxueux, juste une petite fête avec les gens que je croyais m'aimer. Un barbecue, quelques bières, des discussions sympas. Je les ai tous prévenus un mois à l'avance. Pour qu'il n'ait pas d'excuses. J'ai invité mes rares mais vrais amis. Et bien sûr, ma mère et mes frères et sœurs. Les premières réactions auraient dû m'alerter. Maman Elena m'a dit « C'est bien mon fils, il était temps que tu aies quelque chose à toi. Tiens, tu pourrais m'aider ensuite à réparer les fuites du toit. Avec toute cette pluie. » Sophia, de son côté, a dit avec des yeux brillants d'intérêt. « Oh trop cool Javi. Félicitations. Dis, y aura du whisky cher? Celui que j'aime bien? Bruno et moi, on pourrait ramener un peu d'apéro. Si tu participes, bien sûr. » Ricardo, fidèle à lui-même, a demandé. « Tu vas mettre de la bonne musique ou des trucs ennuyeux de vieux? Je peux ramener ma guitare et improviser un morceau. » Bruno, le copain de Sophia, n'a rien dit. Juste ce sourire satisfait qui me tapait sur les nerfs. Comme s'il calculait la valeur de ma maison. Pour voir combien il pouvait en profiter. Un petit verre amer a commencé à me tourner dans le ventre. Un pressentiment sombre que j'ai essayé d'ignorer. Après tout, c'était ma famille, non? Ils allaient sûrement être contents pour moi, chacun à sa manière. Comme je me trompais. Les semaines avant cette fameuse inauguration ont passé. Entre le travail habituel à l'atelier et mes tentatives pour organiser cette petite fête. De temps en temps, je leur envoyais un rappel dans le groupe familial. N'oubliez pas, samedi dans 15 jours,
c'est le barbecue à la nouvelle maison. Les réponses étaient brèves. Des émojis, pouces levés, ou des phrases comme « Bien sûr Javi, c'est noté ». Mais plus la date approchait, plus les excuses commençaient à pousser comme des mauvaises herbes dans un jardin abandonné. Sophia fut la première. « Ah Javi, devine quoi ?» Elle m'a dit ça au téléphone, avec cette voix de fille gâtée qu'elle prenait. Quand elle savait qu'elle allait me décevoir. Ce week-end-là, Bruno et moi on a un voyage hyper important à Val-de-Bravo. On a déjà payé l'hôtel boutique. Tu imagines la honte si on annule. Mais promis, on te ramènera un souvenir, ok? J'ai entendu la voix de Bruno en arrière-plan lui souffler. Dis-lui que c'est un voyage d'affaires. Un voyage de luxe à Val-de-Bravo, bien sûr. Et moi, comme un idiot, je me doutais que ce fameux voyage était financé indirectement avec l'argent qu'elle me soutirait pour ses projets. Ricardo n'a pas été en reste. Ou frérot? M'a-t-il écrit par message. Je crois que ce samedi-là, j'ai une répétition générale pour une pièce de théâtre expérimentale ultra importante. C'est ma grande chance, tu vois? Peut-être que je passerai juste pour te faire la bénédiction. Mais je ne promets rien, je suis trop à fond. Sa grande chance, c'était l'excuse qu'il utilisait depuis 5 ans. Et maman Elena, à ma mère. Mon fils, devine ce qui s'est passé. Me dit-elle d'une voix triste. La comadre Henrietta, ma meilleure amie, est tombée très malade, très malade. Il faut que j'aille m'occuper d'elle tout le week-end. J'ai prié Dieu pour ta nouvelle maison, ça oui. Je t'envoie toutes mes bénédictions d'ici. La comadre Henrietta semblait avoir un 6e sens. Pour tomber malade, pile quand j'avais un projet personnel. 2 jours avant la date, j'ai fait un dernier essai. Je les ai appelés un par un, en espérant bêtement que l'un d'eux changerait d'avis. Maman, tu peux vraiment pas venir. Même un petit moment. C'est important pour moi, c'est ma première maison. Lui ai-je presque supplié. Sa réponse a été comme une douche froide. Oh Ravière, commence pas avec tes histoires sentimentales. Ce n'est qu'une maison, pas de quoi en faire tout un plat. Tu me la montreras une autre fois, tranquille. Mais dis-moi plutôt, tu m'as envoyé l'argent de ce mois? Parce que la facture d'électricité est énorme. Et je veux pas qu'on me coupe le courant. Pas un mot sincère pour me féliciter. Juste un rappel qu'elle dépendait de mon argent. À Sophia, j'ai demandé en essayant de contenir ma colère. Sérieux, tu préfères aller t'amuser, plutôt que d'être avec ton frère à un moment important comme ça. Elle a lâché un petit rire bête. Oh Javi, arrête d'exagérer, c'est juste un barbecue. Et puis Bruno dit que ses voyages sont pour le networking. Pour faire des contacts utiles, tu comprends? Allez, détends-toi. On viendra squatter ta piscine plus tard. Si t'en as une à... Puis elle a raccroché, me laissant avec mes mots coincés dans la gorge. Et l'orgueil en miettes. Avec Ricardo, j'ai été plus direct. Même pas pour ton frère Ricardo? Même pas 2 heures. Sa réponse fut un haussement d'épaule par message. Franchement Javi, je suis débordé avec ma pièce. Et ces fêtes de famille, c'est toujours la même chose. Mais s'il reste de la viande, tu peux me garder quelques tacos? Ok. J'ai raccroché. Le silence de ma nouvelle maison, qui jusque-là me paraissait être un symbole de réussite et de paix, me semblait soudain lourd, presque comme une moquerie cruelle face à ma naïveté. Ce n'était pas seulement qu'il ne venait pas ça, je pouvais encore le comprendre. Ce qui faisait mal, c'était le mépris évident dans leur voix. La facilité avec laquelle ils balayaient quelque chose, qui, pour moi, représentait tout. Et pourtant, leurs mains restaient tendues, toujours prêtes à recevoir. Toujours recevoir. C'étaient des sangsues, des parasites émotionnels et financiers. Par une sorte de curiosité malsaine, presque masochiste, je suis allé voir leur profil sur les réseaux sociaux. Sophia postait déjà des photos de son escapade romantique de luxe avec Bruno, posant avec des coupes de champagne et les hashtags. #blessed, #livingmebestlife et #couplegol. Ricardo avait publié des stories d'une fête avec ses amis artistes, trinquant avec de la bière artisanale hors de prix, dans un bar branché de la Condesa. Pas une seule mention de ma maison. Rien sur mon effort. Rien sur ma célébration. Pour eux, je n'existais que par ma capacité à leur fournir de l'argent. La goutte qui a fait déborder le vase n'a pas fait de bruit. Elle a juste débordé, remplissant amèrement la coupe de ma patience. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien cassé. Au lieu de la colère que je pensais ressentir, un étrange calme glacial m'a envahi.
C'était le calme de l'œil du cyclone. Ce silence étrange juste avant l'explosion. C'était la certitude absolue que j'avais franchi une ligne invisible. Un point de non-retour avec eux. Oui, j'en avais marre. Mais c'était plus que ça. J'étais vidé. Vidé de toute obligation. Vidé de toute culpabilité de fils ou de frère. Le puits dans lequel ils avaient tant puisé s'était asséché. J'ai regardé mon téléphone. Puis mon ordinateur. Un sourire amer, presque un rictus, a glissé sur mes lèvres. Il disait que ce n'était pas important, n'est-ce pas? Alors on va voir. On va voir si moi, je suis important. Ou plutôt mon argent, quand je coupe le robinet. Mon premier geste fut d'ouvrir le groupe WhatsApp. Celui qui s'appelait ironiquement « Famille unie pour toujours ». Je n'ai pas écrit un mot d'adieu. Pas une explication. J'ai juste sélectionné mon nom. Cliqué sur les 3 petits points verticaux. Et j'ai appuyé sur « Quitter le groupe ». Un petit geste presque insignifiant. Mais qui a eu l'effet d'une chaîne brisée. Ensuite, avec une précision presque chirurgicale, j'ai rédigé 3 mails identiques. Un pour chacun, ma mère, Sophia et Ricardo. Le texte était bref, formel, direct. Sans la moindre émotion. Chère maman, chère Sophia, cher Ricardo. Par ce message, je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui, je prends en charge uniquement mes dépenses personnelles et mes responsabilités financières directes. Je vous recommande fortement d'apprendre à gérer vos finances de manière responsable et indépendante. Cordialement, Ravière. J'ai gardé une copie de chaque mail dans un dossier spécial sur mon ordinateur avec les accusés de réception. Je voulais une trace écrite. Une preuve claire et définitive que je m'étais exprimé. Ce n'était pas un coup de tête. C'était une décision réfléchie. Une fois les mails envoyés, je suis passé à l'étape opérationnelle. Celle qui allait vraiment leur faire mal. J'ai ouvert mon application bancaire sur l'ordinateur. L'interface, qui me servait d'habitude à travailler, me paraissait maintenant être le tableau de bord de ma libération. D'abord, la virement mensuel automatique vers le compte de maman Elena. Celui qui servait à payer ses dépenses est toujours une urgence imprévue. Clique sur « Annuler le virement automatique ». Confirmation. Supprimer. Ensuite, la carte de crédit de Sophia. Une carte qui était une extension de la mienne. Qu'elle utilisait sans pitié pour acheter des vêtements de marque, manger dans des restaurants à la mode et couvrir les caprices de Bruno. J'ai ouvert les paramètres de la carte. J'ai sélectionné « Supprimer la carte supplémentaire ». Confirmer. Puis j'ai bloqué tous les paiements automatiques liés à cette carte. Le lundi, j'appellerai la banque pour m'assurer que tout était bien annulé, sans rien laisser traîner. J'ai continué avec le loyer du soi-disant atelier d'art de Ricardo, qui était en réalité un confortable appart de célibataire, dans un quartier où moi-même je ne pourrais jamais rêver d'habiter. Annuler le virement récurrent. Confirmer. C'est fait. Les abonnements de streaming que je payais pour tout le monde. Netflix, HBO Max, Spotify familial. J'ai tout annulé. Je n'ai gardé que mon compte individuel. Et j'ai changé tous les mots de passe. Adieu les soirées Netflix et musique gratuite. Payées par le frère ennuyeux. Le contrat d'assurance voiture de Sophia. Une voiture qu'elle utilisait à peine, mais que je payais religieusement sous prétexte qu'elle allait se stabiliser financièrement. J'ai noté le numéro de la police d'assurance. Et je me suis mis un rappel pour appeler l'assureur dès le jour ouvrable suivant. Je les informerai que je ne renouvellerai pas le contrat à mon nom. Enfin, le forfait de téléphone. Ricardo et ma mère étaient sur mon contrat, comme ligne secondaire. J'ai ouvert le site de l'opérateur téléphonique et demandé la suppression de ces 2 lignes. Qu'ils apprennent à se débrouiller avec une carte prépayée. S'ils peuvent se la payer. Chaque clic, chaque confirmation. C'était comme enlever un caillou de mon sac à dos. J'ai pris des captures d'écran de toutes les annulations. De tous les changements. Pas par vengeance. Mais au cas où ils tenteraient une ruse juridique. Ou une plainte formelle. Je voulais être carré. Quand j'ai fini, j'ai éteint l'ordinateur. Et j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que l'argent que je gagnais, avec la sueur de mon front, dans cet atelier rempli de graisse et de bruit, m'appartenait vraiment. Un sourire, cette fois sincère et large, s'est dessiné sur mon visage. On va voir si maintenant, l'inauguration de ma maison leur semble importante.
ai-je murmuré dans le silence de mon nouveau chez-moi. Le calme persistait. Mais il avait maintenant une autre saveur. Celle de l'attente. L'attente de la tempête. Que je savais inévitable. Mais pour la première fois, je me sentais prêt à l'affronter. Le matin du samedi, le jour prévu pour cette inauguration ratée, je me suis réveillé en me sentant étrangement léger. Comme si on m'avait enlevé un poids, que je ne savais même pas que je portais. Le soleil entrait à flot, par la fenêtre de ma nouvelle chambre. Et l'air sentait la terre mouillée, à cause de la rosée de la nuit. Je me suis dit que même sans eux, ma maison méritait une vraie entrée. J'ai appelé Matteo, mon compadre, mon meilleur pote. Le seul qui avait confirmé sa venue sans hésitation. Compadre, tu tiens toujours pour aujourd'hui? Le barbecue est toujours au menu. Même s'il n'y a que quelques courageux. Matteo, qui connaissait parfaitement mes galères familiales, n'a pas eu besoin d'explications. J'y serai, j'avis, avec des bières bien fraîches. Il était temps que tu prennes ta place, bordel. J'ai aussi invité don Raphaël, un vieux voisin retraité et super gentil, que j'avais rencontré pendant mon déménagement, et avec qui j'avais déjà partagé quelques discussions sympas sur le trottoir. Il a accepté avec plaisir. Vers la fin de la matinée, pendant que je préparais le barbecue dans ma petite cour, et que Matteo arrivait avec une grosse glacière remplie, mon téléphone a commencé à vibrer de manière insistante. Ça sentait les problèmes. C'était eux. Des appels de numéros que je ne connaissais pas, mais que je soupçonnais venir de mes frères et sœurs, utilisant d'autres téléphones. Des messages vocaux qui s'accumulaient. J'ai décidé de les ignorer pour le moment. Je voulais profiter de ce petit acte de rébellion, et de cette affirmation de moi-même. Plus tard, alors que la viande crépitait sur le grill, et que l'odeur délicieuse envahissait l'air, je me suis permis de regarder les messages. C'était un festival de désespoir et de colère. Presque comique. Si ce n'était pas aussi triste en vérité. Le premier message audio venait de Sophia. Presque hystérique. Ravière, réponds-moi bordel. Tu peux m'expliquer ce que t'as foutu? Ma carte ne passe plus. Je suis en train de me taper la honte à la caisse chez Zara. Avec plein de fringues sur les bras. Bruno m'attend pour aller manger. Dans un resto hors de prix. Et mon téléphone me dit que j'ai plus de réseau. Plus de data. Arrange ça tout de suite, espèce d'imbécile. En arrière-plan, j'ai entendu la voix aiguë de Bruno. Et maintenant, on fait comment? Ce bon à rien de ton frère nous a coupé les vivres. J'ai souri avec malice. Puis un texto de Ricardo. Plein d'indignation presque enfantine. Et j'avis. C'est quoi ce bordel avec l'internet de mon studio? Ça marche plus depuis ce matin. Et Netflix me dit que le compte n'existe plus. Ou que le mot de passe est incorrect. Tu l'as payé ou quoi? J'avais un rencard important ce soir. Et je comptais regarder un film avec elle. Tu me ruines mon plan, là. Pauvre artiste. Sa vie d'amour sponsorisée était menacée. Et enfin, un message vocal de maman Elena, avec cette voix tremblante et victimaire qu'elle maîtrisait si bien. Ravière, mon fils, tu vas bien? Tu m'inquiètes, j'ai le cœur en miettes. Je n'ai pas reçu ton aide ce mois-ci. Je suis allé au distributeur. Y avait rien. Et ta sœur m'a appelé, toute bouleversée. Elle dit qu'elle ne peut plus utiliser ses affaires. Il s'est passé quelque chose de grave. Je suis très inquiète pour toi. Et puis honnêtement, je ne sais pas comment je vais payer. La facture d'électricité qui arrive à échéance. La subtilité n'a jamais été son point fort. J'ai passé le téléphone à Matteo pour qu'il écoute les messages. Il a secoué la tête. Mi-amusé, mi-agacé. Ils n'ont pas honte, compadre. Mais tu sais quoi? Tu les as touchés là où ça fait le plus mal. On dirait bien que ma petite maison. Et ma petite fête. Ils y tenaient un peu finalement. Ai-je commenté avec un humour noir qui m'a surpris moi-même. Dont Raphaël, qui avait entendu une partie du vacarme, a hoché la tête, tout en buvant une gorgée de sa bière. Tu as bien fait, fiston, a-t-il dit calmement. Parfois, la famille a besoin d'un bon électrochoc pour apprendre à apprécier les choses. Mais comme dit le proverbe, la mule n'était pas agressive. Ce sont les coups de bâton qui l'ont rendue méfiante. Prépare-toi. Parce que ça ne fait que commencer. Et c'est ainsi, entre les rires, la bonne bouffe, et la présence de gens qui m'appréciaient vraiment, que j'ai inauguré ma maison.
Le barbecue était délicieux. Les bières bien fraîches. Et les discussions légères. Pour la première fois depuis longtemps, ma nouvelle maison m'a vraiment semblé être un sanctuaire. Un espace de paix. Construit avec mes efforts. Pour mon plaisir. Et non pas comme un investissement pour le confort des autres. La paix que j'ai ressentie ce jour-là était enivrante. Même si je savais que ce n'était que le calme avant une tempête bien plus grande. Mais j'étais prêt. Pendant que la fumée du barbecue se dissipait. Et que le soleil commençait à descendre. En colorant le ciel d'orange. Mon esprit s'est mis à voyager dans le passé. Je repensais à tout ce chemin. Qui m'avait mené jusqu'à ce point de rupture. Ce n'était pas quelque chose qui s'était produit du jour au lendemain. C'était une érosion lente, presque invisible au début, de mes limites et de mon estime de moi. Tout avait commencé par des petits services, de ceux qu'on rend avec plaisir à la famille. Je me souviens très bien, quand j'ai lancé mon garage avec un petit prêt bancaire, et beaucoup d'efforts. Maman Elena a été la première. Ah Javi, c'est bien que tu t'en sortes un peu mieux maintenant. Tu sais, le frigo est tombé en panne. Et avec cette chaleur, tu imagines. Et moi, le fils responsable, qui commençait à entrevoir un peu de lumière financière. J'ai répondu sans réfléchir. T'inquiète pas, maman. Je te l'achète. Et c'est ce que j'ai fait. Un nouveau frigo, payé en plusieurs fois, bien sûr. Mais c'était le premier maillon d'une longue chaîne. Sophia n'a pas tardé à suivre. Javi, mon petit frère chéri, tu peux me prêter pour l'inscription à ce cours de design de mode holistique. Avec un focus sur le développement durable. Je te jure que cette fois c'est le bon. Ce cours-là va changer ma vie. Le cours, très cher au passage, est resté inachevé, comme tous les précédents. Et l'argent, évidemment, il n'est jamais revenu. C'était devenu un investissement dans son avenir, que j'avais eu le privilège de financer. Ricardo, avec son air de génie incompris, a lui aussi trouvé comment s'incruster. Frérot, pour mes créations graphiques, il me faut un bon ordi. Un truc qui tient les logiciels lourds. C'est un investissement pour ma carrière, tu comprends? Le super ordinateur a fini par devenir sa console de jeux vidéo personnelle et sa passerelle vers les séries en streaming. Quant à sa carrière, elle n'avait pas bougé d'un pouce. Ainsi, les prêts sont devenus des aides. Les aides se sont transformées en obligations silencieuses. Une sorte d'impôt invisible que je devais payer juste parce que j'avais un boulot stable. Et, apparemment, le seul cerveau fonctionnel en matière de finances. La montée a été progressive mais impitoyable. Sophia a obtenu une extension de ma carte de crédit. Juste pour les urgences. Et très vite, j'y ai vu des dépenses en boutique de luxe. Ou moi, je n'oserais même pas entrer. Des dîners dans des restaurants étoilés avec Bruno. Des week-ends de détente pour évacuer le stress. Quand je l'ai confrontée, elle a mélangé indignation et manipulation. Oh Javi, t'exagères. Tout ça, c'est pour mon image. Pour me rapprocher des gens importants. Pour créer des contacts utiles pour mes affaires. Tu devrais me soutenir au lieu de me critiquer. Ricardo, lui, m'a convaincu qu'il avait besoin d'un studio inspirant pour débloquer tout son potentiel créatif. Résultat, je payais le loyer d'un appart moderne et bien situé dans le quartier Roma. Un endroit qui, plus que studio, ressemblait à un nid d'amour et de fêtes sans fin, avec d'autres artistes aussi improductifs que lui. Maman Elena, elle, avait perfectionné l'art du chantage émotionnel subtil. Ses douleurs imaginaires augmentaient, à l'approche de chaque échéance importante. Ses inquiétudes pour l'avenir incertain de mes frères se calmaient mystérieusement. Après un petit virement bancaire. Si tu n'aides pas ta sœur Sophia à payer son loyer, où va-t-elle vivre, cette pauvre fille? Avec ce Bruno qui ne lui apporte rien du tout. Et ton frère Ricardo a besoin de ton soutien. Sinon il risque de mal tourner. Tu sais comment sont les jeunes aujourd'hui. L'arrivée de Bruno dans la vie de Sophia a été la cerise sur le gâteau. Ce type m'a vu comme une mine d'or dès le premier jour. Avec un culot énorme, il m'a sorti lors d'un repas de famille. Beau papa. Oui, il m'appelait comme ça, ce con. Alors qu'il n'était même pas fiancé ni rien. Un entrepreneur visionnaire comme moi a besoin d'une bonne voiture pour bouger. Signer des contrats. Il n'y en a pas une qui traîne dans ton garage. On pourrait s'arranger. Évidemment, Sophia le soutenait à fond.
Allez Javi, sois cool. C'est pour que Bruno m'amène à mes rendez-vous d'affaires. Qu'on n'ait pas à prendre le taxi à chaque fois. J'ai alors fait un petit calcul mental. Sur les 5 dernières années, entre les loyers, les cartes de crédit, les urgences inventées, les caprices et les prêts jamais remboursés, je leur avais lâché plus de 500 000 euros. Un demi-million que j'aurais pu investir dans mon garage, mettre de côté pour ma retraite, ou juste utiliser pour me faire plaisir un peu. Mais non, cet argent était parti à la dérive, aspiré par leur irresponsabilité et leur sentiment exagéré de J et droit. Je me souviens même d'une fois où j'ai dû annuler l'achat d'une machine de diagnostic que je voulais absolument pour le garage, parce que Sophia traversait une crise existentielle et avait besoin d'une retraite spirituelle hors de prix, quelque part dans la montagne. Et la dernière demande, celle qui, pour moi, a été la vraie fissure dans le mur de ma patience, est arrivée une semaine avant la fameuse inauguration. Sophia, avec Bruno à ses côtés, faisant oui de la tête comme un chiot de tableau de bord, m'a demandé un gros prêt de 100 000 euros pour une soi-disant super opportunité d'investissement dans les crypto-monnaies, que Bruno, le génie de la finance, lui avait conseillé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dit non, fermement, à une idée aussi absurde que risquée. La réaction de Sophia fut une colère froide, presque un grognement. Tu es un égoïste, Ravière. Tu n'as jamais voulu me voir réussir. Tu m'as toujours coupé les ailes. Cette phrase a résonné dans mes oreilles, pendant que le soleil se couchait, et j'ai su, avec une certitude glaciale, que la tempête qui arrivait était inévitable. Le dimanche après-midi, le jour après ma petite inauguration solitaire mais réussie, la tempête que j'avais tant anticipée a fini par éclater. Ils n'ont pas frappé à la porte. Ils ont tapé violemment, au point que les vitres ont tremblé. Je savais qui c'était. J'ai pris une grande inspiration, rassemblé tout le calme que je pouvais trouver, et j'ai ouvert. Ils étaient là, sur le seuil, comme une petite armée furieuse. Maman Elena, le visage déformé par la colère, les yeux rouges. Sophia, furieuse, avec Bruno collé à elle comme une ombre menaçante, lui chuchotant à l'oreille. Et Ricardo, avec une expression de fatigue et de confusion. Ils sont entrés sans demander, envahissant mon espace, comme s'il leur appartenait. Matteo, mon compadre, à qui j'avais justement demandé de rester ce week-end, au cas où une scène comme celle-ci arriverait, est sorti de la cuisine avec une tasse de café à la main. Sa présence les a surpris. Mais seulement une seconde. Bienvenue, ai-je dit avec ironie, à peine capable de contenir ma voix. Entrez, vous êtes chez vous. Enfin, presque. Je vois que vous avez enfin trouvé l'adresse. Et que vous avez pu vous libérer dans vos agendas si chargés. Maman Elena a parlé la première, essayant de prendre un ton doux. Mais la colère perçait sous ses mots. Ravière, mon fils, il faut qu'on parle sérieusement. Ce que tu as fait, nous couper comme ça, ce n'est pas bien. On ne fait pas ça à sa famille. Ah oui, ai-je répondu, en haussant un sourcil. Et dites-moi, qu'est-ce qu'on fait, à la famille? Ignorer un moment important pour l'un d'eux? Mépriser un accomplissement construit avec des années d'efforts? Ou bien attendre que l'un règle tous vos problèmes, pendant que vous ne faites rien? Sophia a explosé. T'es un égoïste. Un ingrat. Tu peux me dire ce qui te passe par la tête? Hier, j'ai été humilié. Ma carte refusée. Mon téléphone bloqué. Bruno a dû payer l'addition du restaurant. Parce que monsieur a décidé de jouer au dictateur financier. Sa voix était stridente, presque un cri. Bruno, avec son sourire cynique qui me donnait envie de vomir, en a rajouté. Oui, champion. C'est pas cool de laisser ta sœur et ta future belle famille à la rue. Tu devrais même te sentir honoré qu'un gars comme moi, avec mes contacts et ma vision, sorte avec ta sœur. T'as peut-être quelque chose à apprendre. Ricardo, lui, avait surtout l'air énervé, que son petit confort ait été interrompu. Franchement Javi, t'as abusé. Nous couper Internet, Netflix, tout. Comme ça, d'un coup. Sans prévenir. J'avais des plans, tu sais. Je me suis croisé les bras. Je sentais le regard de Matteo derrière moi, comme un soutien silencieux. J'ai décidé de ne pas crier. Je voulais démonter leurs arguments. Calmement, comme un chirurgien. Maman, ai-je commencé,
en la regardant droit dans les yeux. Rien que l'année dernière, je t'ai donné environ 60 000 euros pour des urgences médicales qui, curieusement, coïncidaient toujours avec tes sorties au bingo ou tes achats par catalogue. Tu trouves que ce n'est pas assez t'aider? Maman Elena a ouvert la bouche pour protester, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis tourné vers Sophia. Ta carte secondaire, celle que tu utilisais sans réfléchir, a cumulé plus de 20 000 euros de dépenses rien que le mois dernier. Resto de luxe à Polanco. Vêtements de créateur que tu ne portes même pas. Soins de beauté. Et bien sûr les caprices de ce monsieur. J'ai désigné Bruno d'un mouvement de tête. Et ton grand projet de bijoux fait main? Toujours pas une seule vente. Ça, c'est être un dictateur financier? Ou c'est juste mettre fin à un abus clair et net? Le visage de Sophia est devenu rouge vif. Mais Bruno l'a attrapé par le bras, comme pour lui dire de ne pas céder. Et toi, Ricardo? Ai-je dit en fixant mon petit frère. Ton atelier artistique, qui est en réalité un appartement de célibataire de luxe, m'a coûté plus de 150 000 euros en 2 ans. Un argent que tu aurais pu gagner toi-même, si tu avais un vrai travail. Au lieu d'attendre que l'inspiration divine te tombe dessus, tes projets étaient plus importants que ma tranquillité financière? Bruno a tenté d'intervenir, s'approchant de moi avec un ton menaçant. Écoute-moi bien, petit Ravière. Tu devrais avoir plus de respect pour ta famille, hein? Tu veux peut-être qu'on t'apprenne les bonnes manières? Matteo, qui était resté discret jusque-là, a fait un pas en avant et s'est placé entre Bruno et moi. Il n'a rien dit, mais son gabarit et son regard sérieux ont suffi à faire reculer Bruno. Il a mesuré ses mots. La tension dans mon petit salon était presque étouffante. Ils étaient venus me faire des reproches, m'accuser, me forcer à revenir en arrière. Mais ils se retrouvaient face à une résistance qu'ils n'avaient jamais vue chez moi. La dynamique avait changé. Mon salon ressemblait à un champ de bataille silencieux. Maman Elena avait dégainé ses larmes silencieuses. Cette arme qu'elle utilisait toujours pour me faire céder. Mais cette fois, ça ne marchait plus. Sophia, elle, soufflait fort, comme un taureau blessé, me lançant des regards pleins de haine. Bruno continuait à lui murmurer des trucs à l'oreille. Sûrement des idées de contre-attaque. Ricardo gardait les yeux fixés au sol. Peut-être par honte. Ou plus probablement parce qu'il comptait ce qu'il venait de perdre. Juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être plus bizarre. On a sonné à la porte. Un petit coup doux, presque timide, qui contrastait avec la lourde atmosphère à l'intérieur. J'ai hésité. Mais Matteo, d'un geste de la tête, m'a dit qu'il irait ouvrir. Et là, surprise. C'était ma tante Daniela, la petite sœur de ma mère. Une femme d'habitude discrète, douce, qu'on aurait dit effacer à côté de l'autorité naturelle d'Elena. Ravière, pardon de venir comme ça sans prévenir, a commencé Daniela d'une voix faible, en regardant la scène d'un œil inquiet. Ta mère m'a appelé tout à l'heure, très agitée. Elle m'a dit qu'il y avait de gros problèmes entre vous, qu'elle devait absolument te parler. Elle m'a supplié de venir avec elle pour que tu reviennes à la raison. Maman Elena, en voyant sa sœur entrer, a cru avoir du renfort. Danielita, heureusement que tu es là, ma fille, a-t-elle lancé en essayant de reprendre un air de maman martyre. Toi qui es toujours raisonnable, parle à ton neveu. Dis-lui qu'il est en train de détruire la famille. Pour un simple caprice. Dis-lui de réfléchir. Daniela a regardé ma mère. Puis moi. Puis Sophia et Ricardo. Un silence lourd s'est installé. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quelque chose que personne n'attendait. La tante Daniela, toujours docile, toujours discrète, s'est redressée. Et sa voix, d'abord tremblante, a pris une force inattendue. Non, Elena. Cette fois, je ne vais pas jouer dans ta pièce de théâtre. Elle a laissé ma mère bouche bée. Ça fait des années, Elena. Des années que je regarde en silence. Comment vous profitez de Ravière. Comment vous pressez son cœur. Et comment vous abusez de son sens du devoir. Elle s'est tournée vers Sophia et Ricardo. Et vous deux? Vous êtes des vrais sans-gêne. Ravière se tue au travail dans ce garage. Du matin au soir. Pendant que vous vivez comme des petits rois. En courant après des rêves sans queue ni tête. En vous offrant des luxes que vous ne méritez même pas. Et comment vous le remerciez?
En méprisant le seul moment où il voulait fêter quelque chose pour lui, Sofia a essayé de couper la parole, outrée. Tata, mêle-toi de tes affaires. Ce n'est pas ton problème. Bien sûr que si je m'en mêle, a répliqué Daniela, les yeux dans les siens. Tu as déjà oublié toutes les fois où tu venais pleurer chez moi. Quand tes projets tombaient à l'eau. Et que dès que ça allait un peu mieux, tu m'ignorais comme si je n'existais plus. Et toutes les fois où tu te moquais de moi dans mon dos. Parce que j'étais trop simple. Tu crois que je ne le savais pas? Elle s'est tournée à nouveau vers ma mère. Et toi, Elena? Au lieu de corriger tes enfants, au lieu de leur apprendre le respect, le travail, la gratitude, tu les as gâtés et couverts. Jusqu'à les transformer en ça. Tu devrais avoir honte. Elle a marqué un silence. Puis elle a ajouté. Je me rappelle très bien comment tu as fait la vie dure à notre père, ton propre frère. En lui demandant toujours de l'argent. Jusqu'à presque le ruiner. C'est comme un schéma qui se répète chez toi. Un silence de mort a rempli la pièce. Maman Elena était aussi pâle qu'une feuille. Sofia et Ricardo me regardaient. Mélange de choc et de rage. Mais cette fois dirigé aussi contre Daniela. Bruno, lui, avait perdu son air arrogant. Complètement dérouté par ce qui venait d'arriver. Daniela s'est avancée vers moi. Et m'a posé une main sur l'épaule. Ravière, mon neveu. Moi, je suis fier de toi. De ton travail. De ta maison. Et de ton courage aujourd'hui. Tu as fait ce qu'il fallait. Et si ces gens-là, ta propre famille de sang, ne savent pas te respecter, eh bien, tant pis pour eux. Tu n'es pas seul. Tu peux compter sur moi. Pour tout ce dont tu auras besoin. Elle les a tous regardés une dernière fois. Avec mépris et déception dans les yeux. Moi, je m'en vais. Je ne veux pas rester dans ce cirque lamentable. Et avec une dignité qui m'a profondément touché. Elle a tourné les talons. Et quitté la maison. Refermant doucement la porte derrière elle. Le clan familial. Ce groupe soudé qui était venu avec l'intention de me faire plier. Venait de se briser de la manière la plus inattendue. L'intervention de ma tante Daniela. Ça avait été comme une bombe. Maman Elena s'était caché le visage dans ses mains. Sofia semblait à 2 doigts d'une crise de nerfs. Ricardo, lui, ne savait plus où se mettre. J'ai profité de leur désarroi. Je crois que vous avez assez entendu, ai-je dit, avec un calme que je ne ressentais pas entièrement. La réunion est terminée. La porte est grande ouverte. Et ne vous dérangez plus à revenir ici. Sauf si je vous y invite moi-même. Demain, je change les serrures. Ils sont sortis en silence. L'un après l'autre. Comme un armée vaincue. La tempête était passée. Et elle avait laissé derrière elle un champ de ruines émotionnelles. Mais pour la première fois, j'avais le sentiment d'avoir gagné. Les jours qui ont suivi cette confrontation ont été un mélange étrange de silence tendu et de crises de panique venant de ma famille maintenant éloignée. Le téléphone, que j'avais rebranché uniquement pour les appels entrants, et les messages vocaux, est rapidement devenu un répondeur à lamentations et demandes. Sofia a été la première à vivre les conséquences. Et ce, de manière crue et publique. C'est Daniela, devenue ma principale informatrice. Et alliée inattendue, qui me l'a raconté. Sofia a essayé de faire un achat important. Dans une de ses boutiques de luxe à Masaryk. Au moment de payer, sa carte a été refusée. Avec un bip sonore fort. Et un message humiliant sur le terminal. Fonds insuffisants. Veuillez contacter votre banque. Bruno, qui l'accompagnait, au lieu de la soutenir, lui a lancé un regard dégoûté. Et, selon les témoins, il lui aurait balancé. Bon courage, princesse ratée. Trouve-toi un autre pigeon pour te payer tes caprices. Moi, j'ai mieux à faire. Et il l'a abandonné sur place. Au milieu du magasin. Le visage rouge de honte. Les yeux remplis de larmes de rage. Quelques jours plus tard, elle a reçu un avis d'expulsion du bel appartement qu'il partageait. Bruno, bien entendu, avait disparu. Sans même régler sa part du loyer. Sofia a dû vendre ses sacs de marque. Et ses chaussures de luxe à vil prix. Pour obtenir un peu d'argent liquide. Finalement, elle est retournée vivre chez maman. Dans son petit appartement social. J'imagine que l'ambiance là-bas devait être irrespirable. Ricardo, l'artiste bohème, a lui aussi goûté au goût amer de la réalité. Sans mes versements mensuels pour son atelier inspirant. Il a été expulsé en moins d'1 semaine. Il a essayé de vendre ses œuvres d'art.
Des toiles abstraites qui ressemblaient plus à des taches qu'à des tableaux. Dans un marché du week-end à Coyoacán. Mais il est revenu sans avoir vendu une seule toile. Accueilli par l'indifférence. Et même quelques moqueries des vrais artisans. Il a commencé un pèlerinage de canapé en canapé. Chez des amis artistes. Mais son charme de génie incompris s'est rapidement évaporé. Quand ils ont vu qu'il ne contribuait même pas pour les bières. Quant à maman Elena, elle a sorti toutes ses armes de manipulation. D'abord, les appels larmoyants. En parlant de ses douleurs. Du stress qui la tuait à petit feu. Quand elle a vu que ça ne marchait pas, elle a tenté le coup de la maladie grave. Un jour, j'ai reçu un message. D'un numéro inconnu, disant « Ta maman a été hospitalisée d'urgence ». Mon cœur a sauté un battement. Mais je me suis souvenu des paroles de Don Raphaël. Et du calme de Daniela. Avant de courir à l'hôpital. Je l'ai appelée. « Ravière, ne t'inquiète pas », m'a-t-elle dit avec une sérénité admirable. Je viens de parler à ta mère il y a 1 heure. Elle allait très bien. Et se plaignait juste que sa telenovela était trop ennuyeuse. Mais je vais enquêter. Un peu plus tard, elle m'a confirmé. Elena était allée à la clinique publique. Pour un simple mal de tête. Et le médecin lui avait dit que ce n'était rien de grave. Probablement juste du stress et une mauvaise alimentation. Encore une exagération, comme d'habitude. J'ai aussi appris que ma mère essayait de se faire passer pour une victime auprès de la famille éloignée. Elle racontait une version faussée des faits. Où j'étais le fils cruel et sans cœur. Mais grâce au témoignage de Daniela, qui avait parlé du comportement passé d'Elena envers leur propre frère, et à quelques confidences discrètes que j'avais faites à 2 de mes oncles influents, beaucoup dans la famille ont commencé à ne plus la croire. Ou, du moins, à prendre ses plaintes avec prudence. Ma plus grande inquiétude, au milieu de tout ce chaos, c'était mon neveu Léo, le fils de Sofia. Un petit garçon de 7 ans, doux, innocent, totalement étranger aux disputes et aux manipulations des adultes. Je savais que c'était lui qui allait souffrir le plus, à cause de l'irresponsabilité de sa mère. J'en ai parlé avec Daniela. Tata, comment va Léo? Il a besoin de quelque chose? Je ne veux pas qu'il paie pour les erreurs des autres. Daniela, avec sa nouvelle force, m'a rassuré. Ne t'en fais pas, Ravière. Je m'occupe de lui. Je m'assure qu'il a tout ce qu'il faut pour l'école. Et qu'il ait de la nourriture à la maison. Sofia ne le sait pas. Mais une partie de l'argent que tu m'as donné pour les urgences, je l'utilise pour lui. Mais il est important que tu ne cèdes pas. Si elle essaie de se servir de lui pour te faire changer d'avis. Et c'est ce qu'on a fait. À travers Daniela, je me suis assuré que Léo avait tout ce dont il avait besoin. Je faisais des virements directement à l'école pour payer les frais. Où je demandais à ma tante d'acheter elle-même la nourriture. Sofia n'a jamais vu un seul euro de ce soutien. Mes limites étaient claires. J'aiderais l'enfant. Mais je ne sauverais plus les adultes. De leurs propres mauvaises décisions. Le chemin était difficile. Mais ma détermination était inébranlable. Environ 1 mois s'est écoulé. Depuis que ma famille avait disparu de ma maison et de ma vie financière. 1 mois de paix relative. Perturbé seulement par les échos de leur désespoir. Qui me parvenaient à travers Daniela. Ou via quelques messages isolés qui passaient mes filtres. Puis, les tentatives de rapprochement ont commencé. Chacune était plus maladroite et calculée que la précédente. La première, c'était maman Elena. Elle est arrivée un après-midi au garage. Sans prévenir. Elle était plus maigre. Avec des cernes qui lui tombaient jusqu'aux joues. Et un air de détresse qui, je dois l'avouer, m'a ému un instant. Elle tenait un petit paquet. Enveloppé dans du papier craft. Ravière, mon fils. A-t-elle commencé d'une voix tremblante. En me tendant le paquet. Je t'ai apporté ça. C'est un pull que j'ai tricoté moi-même. Je sais que ce n'est pas grand-chose. Mais je l'ai fait avec amour. En pensant à toi. J'ai ouvert le paquet avec prudence. C'était un pull en laine épaisse. D'une couleur indéfinie entre le gris et le marron. Avec des coutures irrégulières et maladroites. Cela faisait des décennies que ma mère n'avait rien tricoté. J'ai remercié le geste avec une politesse distante. Qui m'a surpris moi-même. Merci maman. C'est gentil de ta part. Elle a souri faiblement. Comme si elle pensait avoir marqué un point. Puis est arrivé le vrai but de sa visite. Mon fils. Je sais que les choses sont dures en ce moment. Mais j'ai une énorme dette. Un de ces prêts qui te volent le sommeil.
Un prêteur. Des intérêts énormes. Je suis au bord du gouffre. Ravière, si tu ne m'aides pas, même un peu, je ne sais pas ce que je vais faire. Je l'ai regardé dans les yeux. Le pull que j'avais dans les mains me semblait tout à coup rude. Comme s'il était chargé d'intentions cachées. Maman, ai-je dit le plus calmement possible. Je te remercie pour le pull, vraiment. Mais pour l'argent, tu connais déjà ma position. Si c'est une vraie urgence médicale, et que c'est prouvé, tu peux en parler à Daniela. Elle verra comment t'aider pour le strict minimum. Mais pour des dettes personnelles, ou des erreurs de gestion d'argent, je suis désolé. Je ne peux plus t'aider. Ses yeux se sont remplis de larmes, de frustration et de colère rentrée. Elle a murmuré quelque chose à propos de ma cruauté, de comment je le regretterais un jour. Et elle a quitté l'atelier en claquant la porte, laissant le pull sur la table. Quelques semaines plus tard, c'est Ricardo qui est réapparu. C'était un après-midi. Je fermais l'atelier. Je l'ai vu debout à l'angle de la rue, hésitant, comme s'il ne savait pas s'il devait avancer ou faire demi-tour. Il avait l'air plus maigre. Ses vêtements étaient sales. Et il portait une barbe de plusieurs jours. Il n'y avait plus aucune trace de l'artiste bohème. Il ressemblait plutôt à un naufragé. Finalement, il a pris son courage à deux mains. Et a marché vers moi. « Ravière » a-t-il dit en baissant la tête, sans réussir à me regarder dans les yeux. Je voulais juste savoir si, par hasard, tu n'aurais pas besoin d'aide ici, à l'atelier. Pour n'importe quoi. Balayer, nettoyer les outils, peu importe. J'ai besoin de repartir à zéro. Sa voix était presque un murmure, rempli d'une honte, que je ne lui avais jamais vue avant. Il ne m'a pas demandé de l'argent, mais du travail. Je l'ai regardé longtemps. D'un côté, je pensais à tous les souvenirs d'un Ricardo paresseux et profiteur. De l'autre, j'ai vu une étincelle, peut-être de désespoir sincère, ou peut-être un véritable premier pas vers le changement. Je peux te payer pour balayer l'atelier aujourd'hui, lui ai-je dit avec un ton neutre. 100 pesos. C'est ce que je peux offrir. Ses yeux se sont illuminés brièvement. Oui, oui. Bien sûr. Ce que tu veux. Et ainsi, Ricardo, le fameux artiste incompris, a passé une heure entière à balayer soigneusement le sol gras de mon garage. Quand il a terminé, je lui ai tendu le billet. Le travail rend digne, Ricardo, lui ai-je dit, sans faire la leçon. Mais pour avancer, il faut de la constance. Il a hoché la tête en silence, a mis l'argent dans sa poche, et est parti sans dire un mot de plus. Je ne lui ai pas offert de poste fixe, ni d'autre aide. C'était une mise à l'épreuve, autant pour lui que pour moi. Sophia, elle, a tenté la carte la plus douloureuse. Utiliser Léo. Un après-midi, elle s'est présentée à ma porte, en tenant Léo par la main. En me voyant, Léo a couru pour me faire un câlin, et j'ai senti mon cœur se serrer. Ravière, a dit Sophia d'une voix mielleuse qui m'a glacé. Tu vois, Léo n'arrête pas de pleurer. Il dit qu'il s'ennuie trop de son tonton Javi, qu'il pense à tous les cadeaux que tu lui faisais. Les sorties au parc, les glaces. Mon chéri, tu t'ennuies de ton tonton? Elle l'a doucement poussé vers moi. Je me suis accroupi à la hauteur de Léo, en ignorant complètement Sophia. Champion. Moi aussi je m'ennuie énormément de toi, lui ai-je dit en lui frottant la tête. Mais en ce moment, ta maman et moi, on doit régler des choses de grand. Mais toi et moi, on restera toujours tonton et neveu, d'accord? Ça changera jamais. Je lui ai fait un gros câlin. Puis j'ai levé les yeux vers Sophia, avec un regard qui disait clairement « Je t'aime, Léo. Mais toi, Sophia, tu n'auras plus un centime de moi. » Sophia a tourné la tête, visiblement frustrée. La dernière carte dans ce triste jeu de manipulation est venue de Bruno, l'ex de Sophia, rancunier d'avoir perdu sa source d'argent facile. Une nuit, des voisins m'ont prévenu qu'un type traînait autour de mon atelier, en train de peindre des graffitis obscènes sur la façade. Quand je suis sorti, j'ai vu Bruno, avec une bombe de peinture à la main, prêt à mettre le feu à un tas de vieux pneus que j'avais dehors. Heureusement, dont Raphaël et deux autres voisins, qui avaient vu toute la scène depuis leur fenêtre, sont sortis pour l'arrêter. Ils l'ont encerclé, l'ont filmé avec leur téléphone,
pendant qu'il faisait le malin. Puis ils ont appelé la police. Bruno a fini la nuit au poste, accusé de vandalisme et de trouble à l'ordre public. Le lendemain, il a dû payer une grosse amende pour être relâché. Cet incident désagréable a eu un effet inattendu. Il a renforcé mes liens avec ma communauté. Les gens de mon quartier, qui me connaissaient comme un travailleur honnête, ont pris ma défense sans hésiter. Je me suis rendu compte que, même si ma famille de sang m'avait trahi, j'étais en train de construire une autre famille, basée sur le respect et l'entraide. L'acte de vengeance de Bruno, aussi effrayant qu'il ait pu être au début, a finalement consolidé ma place dans le quartier. Voir don Raphaël et les autres me défendre m'a rempli d'une profonde gratitude. C'était la preuve vivante que le respect se gagne par les actes, pas par les liens du sang. 2 semaines plus tard, j'ai décidé d'organiser, cette fois pour de vrai, la vraie inauguration de ma maison. J'ai invité Matteo, mon fidèle compadre, ma tante Daniela et son mari, qui étaient devenus des piliers de soutien, ainsi que don Raphaël, et les voisins qui m'avaient aidé. Ce fut une après-midi simple, avec un barbecue, des bières, de la musique ranchera, et beaucoup de rires. Il n'y avait ni luxe, ni prétention, seulement la chaleur de l'amitié sincère, et la fierté de partager mon espace, avec des gens qui m'appréciaient pour de vrai. Ce jour-là, ma maison s'est vraiment sentie comme un chez-moi. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petits changements, presque invisibles, dans la dynamique de ma famille. Toujours à distance. Et grâce aux infos de Daniela, je suivais leur évolution sans m'impliquer. Sophia, après plusieurs mois de galère, a fini par trouver un petit travail, comme vendeuse dans une boutique ouverte 24h24. Le luxe et les paillettes avaient disparu de sa vie. Elle avait l'air fatiguée. Son regard était moins brillant. Mais une nouvelle dignité se lisait dans son attitude. Celle de quelqu'un qui gagne son pain à la sueur de son front. Même si ce n'est pas grand-chose. Elle a commencé à me laisser voir Léo les week-ends, en l'amenant à l'heure, et en le récupérant ponctuellement. Nos conversations étaient brèves, polies, et portaient uniquement sur Léo. Elle ne m'a plus jamais rien demandé pour elle-même. Ricardo, lui, continuait à faire des petits boulots mal payés. Il ne parlait plus de son art avec arrogance. J'ai su qu'il avait tenté de postuler dans des ateliers mécaniques. Mais sa mauvaise réputation d'avant et son manque d'expérience lui fermaient toutes les portes. Parfois, il passait de l'autre côté de la rue, en face de mon garage, et me faisait un petit signe de la tête. Mélange de honte et peut-être d'envie de revenir à quelque chose qu'il savait d'avoir perdu. Ma mère, Elena, vivait toujours modestement dans son petit appartement. Daniela, avec l'argent que je lui donnais, pour cet usage précis, faisait en sorte qu'elle ait ses médicaments pour la tension. Et de quoi manger. Je n'avais presque plus de contact direct avec elle. Parfois, à Noël ou pour son anniversaire, je lui envoyais un petit cadeau par l'intermédiaire de Daniela, plus par formalité que par affection. Le ressentiment avait laissé place à une indifférence froide. J'avais compris que certains liens, même de sang, peuvent être rompus à jamais. Moi, j'avais retrouvé un équilibre. Mon garage fonctionnait bien. Ma réputation de mécanicien honnête s'était installée dans le quartier. Je profitais de ma maison, du calme de mes soirées, et surtout de la liberté de prendre mes décisions, sans devoir rendre des comptes à personne. J'avais appris l'art difficile de dire non sans culpabilité, et la valeur immense de s'entourer de gens qui t'apportent quelque chose au lieu de t'enlever. 1 an après cette grande confrontation, c'était le 8e anniversaire de Léo. J'ai décidé de lui organiser une petite fête. Dans mon jardin, j'ai invité Léo. Et par simple politesse pour lui, j'ai dit à Sophia qu'elle pouvait venir si elle voulait. Elle est arrivée à l'heure, avec Léo par la main, visiblement plus mince, et avec une expression sérieuse mais calme. Elle avait préparé un petit gâteau maison, un peu de travers, avec un glaçage au chocolat un peu irrégulier. Mais on voyait que c'est elle qui l'avait fait elle-même, avec effort. Pendant la fête, Léo courait et jouait avec 2 copains du quartier que j'avais invités. Je regardais Sophia. Elle regardait son fils. Puis elle me regardait moi. Et dans ses yeux, il y avait un mélange de regret, de tristesse
Et peut-être, juste peut-être, une petite lueur d'espoir. Il n'y a pas eu de grand discours, ni de demande de pardon. Juste une sorte de trêve silencieuse. Un espace de respect, construit autour de l'amour pour un enfant innocent. J'ai appris plus tard que Ricardo avait envoyé un message d'anniversaire à Léo, par l'intermédiaire de Daniela. De ma mère, je n'ai rien entendu. Ce soir-là, quand tout le monde était parti, et que je ramassais les restes de la petite fête, je suis resté un moment sous les étoiles, dans mon jardin, et j'ai pensé, le sang ne fait pas toujours une famille. Mais les actes, le respect, et la loyauté, eux, oui. Rompre ce cycle de dépendance et d'abus a été, sans doute, la chose la plus dure, et la plus douloureuse, que j'ai jamais faite, mais aussi la plus libératrice. Je ne sais pas si ma mère, Sofia ou Ricardo, changeront vraiment un jour. Leur chemin leur appartient. Leur démon aussi. Mais moi, j'ai changé. J'ai appris que mon premier devoir, c'est envers moi-même, ma paix, et ceux qui m'aiment sincèrement, sans rien attendre en retour. L'avenir restait incertain, comme la vie elle-même. Mais maintenant, je marchais la tête haute, dans ma propre maison, selon mes propres règles. Et ça, je l'ai compris avec un sourire. C'était la seule inauguration qui comptait vraiment.